Bonsoir, nous sommes le dimanche 19 novembre 2017. Voici les titres de ce journal. Ce dimanche, troisième jour du Sahara 2017 a été consacré à l'Afrique du Sud. C'était l'occasion pour les ministres ivoiriens et sud-africains de l'agriculture de parler coopération sud-sud. La baie de Monogaga a fait les beaux jours du tourisme dans la région de San Pedro. Aujourd'hui, ce paradis terrestre n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourquoi une telle situation? Nous aurons des éléments de réponse dans cette édition. Le sort de Robert Mugabe semble scellé. Le président du Zimbabwe a été destitué de la tête de son parti réuni ce dimanche en comité central. Quant à la première dame Grace Mugabe, elle a été expulsée du parti. Bienvenue dans ce 23h. Le peuple aké s'est réuni au stade Alassane Ouattara d'Adzopé pour exprimer sa gratitude au président de la République pour les différents projets de développement engagés dans la région de la Mey. Une cérémonie hommage tenue en présence du vice-président de la République Daniel Kablon-Duncan, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs présidents d'institutions ainsi que des membres du gouvernement. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources humaines d'Abidjan se poursuit. Ce dimanche, 3e journée du Sahara 2017 était dédiée à l'Afrique du Sud. Elle a permis aux ministres ivoiriens et sud-africains de l'agriculture de revenir sur des questions liées à la coopération sud-sud. Jean-Jacques Kwame. Ce ballet sous la musique sud-africaine annonce la journée de l'Afrique du Sud, pays à l'honneur, au Salon international de la culture et des ressources animales Sahara ce dimanche. Les ministres de la culture de Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et du Ghana ouvrent la visite des stands dominés par des produits agricoles et surtout par la curiosité des visiteurs et exposants. Je suis venu voir un peu les vins sud-africains parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a une région qui s'appelle Stellenbosch où on produit du vin. Nous sommes une compagnie qui fabriquons les équipements d'agriculture. Donc nous sommes en train de promouvoir une agriculture moderne en Côte d'Ivoire parce que nous avons vu que c'est un pays qui fait beaucoup dans l'agriculture. Après la visite des stands, un panel a permis aux différents opérateurs économiques sud-africains de présenter des opportunités agricoles de leur pays. L'accent a été mis sur la transformation des produits agricoles, une expertise dont l'Afrique du Sud a une longueur d'avance sur la Côte d'Ivoire. Que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, la recherche, l'Afrique du Sud a une expérience à partager avec nous. Tout comme nous aussi, nous avons quelques expériences à partager avec eux. Et la décision a été prise de voir avec les ministres de commerce et d'industrie de nos pays comment nous pouvons créer de la valeur ajoutée sur place et augmenter le volume des échanges entre nos deux États. Le ministre de la Culture, des Forêts et de la Pêche de l'Afrique du Sud a abordé dans le même sens. Il a insisté sur la coopération sud-sud pour booster les échanges commerciaux entre nos deux pays. Le Sahara 2017, c'est 25 pays invités avec au moins 200 000 visiteurs attendus. La 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan offre aussi l'opportunité à la Côte d'Ivoire et au Ghana d'intensifier leur coopération. Une démarche qui s'inscrit dans la droite ligne de l'accord de partenariat stratégique signé récemment à Accra entre le président de la République Alassane Ouattara et son homologue Nana Akufo-Addo. Le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafowa, a échangé avec son homologue du Ghana sur l'approfondissement de la coopération agricole, en particulier dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou. Le riz local constitue la base de l'alimentation ici en Côte d'Ivoire. En 2016, 1 650 000 tonnes de riz ont été consommées. Pourtant, à ce jour, le pays n'est pas autosuffisant en riz. Il continue même d'être dépendant des importations. La Côte d'Ivoire, qui possède d'énormes atouts humains et naturels pour produire une quantité suffisante de riz local. Pour apporter des solutions à ce fait, des opérateurs économiques ont décidé d'investir dans la production de riz. Ce business rapporte gros. De quoi s'agit-il? Cheikh Koné et Adama Koné nous en parlent. Kofi Amonkro, village situé dans la localité de Ouélé,
à 263 km d'Abidjan. Niel Nagnon Koné est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion d'entreprises agricoles. Depuis 5 ans, ce jeune entrepreneur s'est investi dans la transformation et la commercialisation du riz local. Un business à forte rentabilité qui lui réussit. Mais Niel Nagnon en veut davantage. Nous sommes dans une zone qui regorge beaucoup d'opportunités. On a la capacité aujourd'hui de produire dans la zone plus de 6000 tonnes de riz. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des partenaires qui puissent nous accompagner afin que nous puissions d'abord atteindre la capacité maximale de notre machine. Le rêve de Niel Nagnon, c'est d'ouvrir un complexe rizicole dans la région et devenir le premier exportateur du riz ivoirien. Il emploie aujourd'hui 12 personnes, commercialise 60 tonnes de riz par mois et réalise un chiffre d'affaires annuel de 360 millions de francs CFA. C'est bientôt la grande campagne de riz. C'est le moment, M. Kofi, de former votre deuxième équipe pour que vous puissiez prendre le relais, travailler 24 heures sur 24. Parce qu'au niveau d'Abidjan également, il y a la demande qui s'est fait sentir. Les gens vraiment commencent à demander beaucoup le riz. La Côte d'Ivoire, malgré ses atouts en matière de production de riz, se trouve dans une situation d'importation importante pour répondre aux besoins de consommation de plus en plus croissants. Nous voyons plus de petits moulins de transformation. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la méfiance des consommateurs vis-à-vis du riz. Parce que ces machines n'ont pas la capacité de fournir du riz de qualité aux consommateurs. Ils laissent passer parfois des déchets, des cailloux qui causent vraiment beaucoup de tort à la qualité et à l'image du riz ivoirien. La consommation nationale en riz est de 2 500 000 tonnes. La production locale est estimée à 1 300 000 tonnes, d'où un niveau d'importation de 1 200 000 tonnes. La particularité du marché du riz local aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore autosuffisants. Alors 100% de la production nationale est absorbée par les consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui investit dans le riz, il est sûr de couler toute sa production. Pour pallier le déficit, la Côte d'Ivoire a lancé depuis 2012 une stratégie nationale pour le riz en vue d'atteindre l'autosuffisance. À Bongouanou, un opérateur économique s'est inscrit dans cette dynamique. Lui, c'est Mori Diabati. Il est passionné de riziculture. Pour Mori, le secteur rizicole est une véritable mine d'or à explorer. La Côte d'Ivoire est un gros pays consommateur de riz. Nous sommes autour de 2 500 000 de consommation de riz par an. Nous importons la moitié. L'importation tourne autour de 300 milliards. C'est énorme. Et quand vous sortez 300 milliards pour aller acheter, alors que vous pouvez le produire ici, ça c'est une opportunité que nous devons saisir. Opportunité à saisir, Mori en sait quelque chose. Il a ouvert l'une des plus grandes unités industrielles modernes du pays. Coût de l'investissement, 10 milliards de francs CFA. Pour ce homme d'affaires, l'investissement en valait le coup. Il réalise chaque année un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Le secteur du riz aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes qu'on peut facilement, qui vont travailler dans le secteur. Vous voyez la valeur ajoutée, l'incidence sur la croissance en Côte d'Ivoire. La filière est porteuse et regorge d'énormes potentialités. Mais la faible industrialisation du secteur reste problématique. En 1977, après la fermeture de la plupart des rizeries de grande capacité, le tissu industriel de la filière a sombré dans la léthargie. Selon l'Office national de développement de la riziculture, plus de 2000 petites unités artisanales ont pris le relais afin de combler l'absence de tissu industriel capable de tirer la filière. La transformation est alors un défi. Aujourd'hui, on ne parle plus de sous-produits dans le riz. Parce que tout ce que nous avons est utilisé de manière optimale. Vous avez la farine pour la consommation des animaux, vous avez la brisure qui sert à faire de la bière, qui sert à faire de la farine. Tout est utilisé de manière optimale. Même ce qu'on appelait le déchet avant, la balle de riz, est aujourd'hui utilisée pour faire l'énergie. Vous voyez comme quoi que c'est un secteur vivant, porteur. L'autosuffisance en 2018, comme annoncé, passe nécessairement par la transformation, le maillon essentiel de la chaîne de valeur. Le gouvernement multiplie par conséquent les actions en vue de redynamiser le tissu industriel.
Des petites unités de transformation. On a amélioré le plateau technique. On a passé à la formation, à l'amélioration d'un certain nombre d'équipements. Deuxième aspect, au niveau de la transformation, nous avons acquis environ une centaine d'unités de 2 tonnes heure, c'est-à-dire qui font à peu près 10 000 tonnes par an, que nous avons placées auprès de coopératives et auprès de groupements de jeunes que nous avons décelés qui étaient actifs. La troisième action que nous avons menée, parce que c'est une ambition forte au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons acquis 30 usines de 5 tonnes heure, chacune faisant 25 000 tonnes de paddy par an. Troisième secteur après le cacao et le pétrole, le riz est stratégique dans le développement économique de tout pays. En Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement dans la filière sont énormes. Les potentialités aussi, nombreuses que diverses, font de ce secteur l'un des plus sûrs de l'agriculture ivoirienne. En politique, les délégués départementaux et communaux du PDCI RDA du Grand Centre étaient à Daoukro dans le cadre des travaux de restitution de la mise en œuvre de leur feuille de route. Elle consiste à redynamiser le parti à travers les sections. On fait le point de cette rencontre avec Michel Digri. Une période de 3 mois, du 15 juin au 15 septembre, vous a été donnée pour exécuter les diligences de mobilisation de tous les cadres militants, membres ou non des instances du parti, de mise à niveau du parti, délégation par délégation et d'établissement des fiches exploitables, comme venait de le dire le délégué de Daoukro 1. Après la mise en œuvre de cette feuille de route, les délégués départementaux et communaux PDCI du Grand Centre font le point de leurs activités. Selon eux, le PDCI RDA se porte bien et leurs actions sur le terrain rassurent les militants. Les délégués départementaux et communaux restent convaincus que cette démarche méthodique et inclusive est un gage de succès et ils y adhèrent résolument. C'est le lieu de vous assurer à nouveau de notre disponibilité et de notre engagement à vos côtés pour la bonne marche de notre parti afin de glaner encore et toujours des lauriers. Le président du PDCI RDA a tenu à encourager les délégués par sa présence à ces assises. C'est récemment qu'Henri Konan Bédié a lancé la redynamisation des délégations départementales et communales. 68 nouvelles entités ont été créées, faisant passer le nombre des délégations de 140 à 208. L'objectif étant de renforcer l'encadrement des secrétaires généraux de section. Nous restons à Daoukro pour parler énergie. Le président Henri Konan Bédié a officiellement lancé la collecte des ressources en biomasse et les travaux de construction de panneaux solaires. À l'initiative de Daoukro Énergie, la ville sera bientôt dotée de centrales solaires photovoltaïques et thermiques d'une capacité de production de 700 MW pour un coût de 500 milliards de francs CFA. Soro Corona, Kader Sogodougou. La production des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire entre dans sa phase active. La collecte des ressources en biomasse pour l'exploitation des centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse a été lancée par Daoukro Énergie. La cérémonie officielle a vu la présence du président Henri Konan Bédié. Cette étape dans la production d'énergie renouvelable va consister à collecter des déchets et résidus provenant de l'agriculture, des substances végétales et animales issues de la terre et de la mer. Les centrales solaires photovoltaïques et thermiques à biomasse produiront 700 MW. Il s'agit aussi d'un côté de collecter la biomasse sur les routes, les herbes, que l'État doit dégager des moyens pour couper sur les routes. On a dit à l'État ne coupez plus, on va couper ça nous-mêmes et en brûlant on produit de l'énergie sur l'indiénier du Ablin, le Ifou, le Moronou et le Nzi. Prévu pour une durée de 36 mois d'un coût d'environ 600 milliards de francs CFA, ce projet va toucher environ 76 500 hectares et 1300 km de route. Ce sont plus de 1200 emplois qui seront créés dans les régions de l'Ifou, du Moronou, du Nzi et de l'Indénié du Ablin. Cette démarche s'inscrit dans la politique de transition énergétique du gouvernement ivoirien, celle d'atteindre une production de 4000 MW d'ici 2020.
Avec la concrétisation du projet d'Aoukro Énergie, la Côte d'Ivoire veut se positionner comme leader en matière de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables. Le 25 novembre prochain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va procéder au lancement des travaux de bitumage de l'axe Kani-Boundiali. Les cadres de la région de Ouorodougou s'organisent pour réserver un accueil chaleureux au chef du gouvernement, Lansile Bakayoko. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Ouorodougou le 25 novembre prochain pour officialiser le projet de bitumage de la route Kani-Boundiali. Une action de développement, mais surtout une visite que les populations veulent rendre inoubliable. La mobilisation s'organise. Il est nécessaire, important, même impérieux que les cadres se réunissent donc pour lui réserver donc un accueil chaleureux, un accueil engagé et donc pour remercier aussi le chef de l'État pour la réalisation de ce projet datant de plus de 50 ans maintenant. Ce tronçon Kani-Boundiali, long de 135 km, fait partie d'un vaste programme de désenclavement de nombreuses localités de la région. Le bitumage de cette route permettra de faciliter l'accès aux zones de production agricoles par un meilleur trafic et de disposer d'une liaison de qualité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Un projet qui était très attendu. Vous savez que c'était la route de la Pola. Et ça nous relie avec la région de la Bagoué. Et c'est également, ça va être le point de passage maintenant de tout le trafic qui vient du Mali pour aller vers le port de San Pedro. Et également des marchandises qui partent du port de San Pedro vers le Mali. Estimé à 60 milliards de francs CFA, le bitumage de la route Kani-Boundiali est financé par le groupe de la Banque africaine de développement. Souvenez-vous, un bateau-bus de la Sotra avait pris feu le 7 novembre dernier. 96 passagers ont pu avoir la vie sauve grâce à 2 agents de la société de transport abidjanais. Ils ont été récompensés ce vendredi par le ministre des Transports Amadou Koné qui leur a remis au nom du gouvernement la somme d'1 million de francs CFA. Issaïou. Le mardi 7 novembre dernier, un bateau-bus de la Sotra, société de transport abidjanais, prenait feu en pleine lagune alors qu'il venait de quitter la gare lagunaire d'Aboboudoumé dans la commune d'Atekoubé en direction de Trècheville. À son bord, 96 personnes. 2 agents de la Sotra se sont parfaitement illustrés pendant cet incendie en réussissant à calmer les passagers affolés et à alerter les services de secours. L'acte de ces 2 agents a permis d'éviter le pire. Le ministère des Transports a salué la bravoure de ces 2 agents. Un bateau-bus de la Sotra a pris feu grâce à ces 2 jeunes formés ici à Abidjan, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, que nos compatriotes ont pu avoir la vie sauve. Donc il était important pour moi de leur exprimer toute notre reconnaissance, la reconnaissance de tous ceux qui étaient sur ce bateau-bus de la Sotra et de la direction générale de la Sotra pour le sang-froid qu'ils ont eu. Et je suis tellement impressionné parce que avoir ce sang-froid à cet âge est quelque chose de remarquable. En guise de récompense, le ministre des Transports leur a remis la somme d'1 million de francs CFA. Les 2 agents ont salué ce geste de reconnaissance avant d'expliquer leurs actions. J'étais sur le bateau sinistré, tout se passait bien. Jusqu'à un certain moment, on a vu monter la fumée. Mon pilote m'a fait signe qu'il y avait une fumée qui montait. On a pris les mesures de sécurité qui nous demandent d'arrêter les moteurs, les batteries du navire. Nous avons suivi les mesures et comme les clients paniquaient, nous les avons sensibilisés en leur demandant de garder le calme. Nous leur avons fait porter des gilets puisque nous sommes sur l'eau, des gilets de sauvetage. Nous avons fait appel à la gare lagunaire de Trècheville qu'on nous envoie un bateau pour le transbordement afin que nos clients soient sains et saufs. Je remercie d'abord le président de la République, ensuite le ministre du Transport, pour le Premier ministre aussi, pour les faits, gestes, les félicitations à notre honneur. Vraiment, nous les remercions. Le ministre Amadou Koné a exhorté l'ensemble des travailleurs de la Sotra à s'inspirer de l'exemple de ces 2 agents afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise. La Direction générale des affaires maritimes a profité de cette rencontre pour remettre au ministre des Transports le rapport de l'enquête technique de l'accident.
Dans un autre registre, on connaît désormais les vainqueurs du prix ASCAD 2017. Il s'agit des ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Action pour la protection des droits de l'homme et Dignité et droits pour les enfants. Cette 7e édition est placée sous le thème « La contribution à la promotion des droits de l'homme ». David Soyo, Serge Koleya. La 7e édition du prix ASCAD est Bédassi Côte d'Ivoire. L'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi, grand vainqueur du prix ASCAD 2017. Ce prix est le fruit d'actions menées depuis 8 ans pour la promotion des droits des personnes albinos. Un chèque de 5 millions de francs CFA vient couronner tous ces efforts. Notre combat était axé sur la lutte contre l'impunité à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme et aussi l'amélioration des conditions de vie et d'existence des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, les personnes atteintes d'albinisme peuvent sortir, on le sourit. 2 prix d'encouragement ont également été décernés. Le premier à l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme, doté d'une enveloppe de 2 500 000 francs CFA, et le second à l'ONG Dignité et droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, avec en prime un chèque de 1 500 000 francs CFA. L'ASCAD entend ainsi encourager tous ces acteurs. ASCAD est une société savante qui, parmi ses missions, vise à s'intéresser aux problèmes, à tous les problèmes qui concernent notre pays. Dans son développement, dans le progrès qu'il doit faire chaque jour pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, à la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Pour le parrain, le prix ASCAD contribue au changement de comportement. Les droits de l'homme, c'est le respect de la vie humaine, c'est le respect de la liberté des autres. Et nous tous, c'est une invite à être les gardiens des droits de l'homme pour que la Côte d'Ivoire, qui se veut un état de droit, puisse vivre en paix. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a pour principale mission de contribuer au développement, au rayonnement de la culture africaine et de la paix. Que devient la baie de Monogaga, ce paradis terrestre qui a fait les beaux jours du tourisme dans la région de San Pedro? Eh bien, Monogaga n'est plus Monogaga. La cité balnéaire est désormais l'ombre d'elle-même. Pourquoi cela? Nos reporters Sam Conan et Hervé Blé s'y sont rendus pour faire leur constat. Monogaga, c'est un site touristique. Si Monogaga est là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Monogaga n'est plus Monogaga, ça fait mal. Pour le vérifier, rendons-nous à Monogaga à partir de San Pedro. La côtière n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le bitume s'est laissé phagocyter par de larges crevasses. Voyage difficile en perspective. Monogaga, carrefour. À partir d'ici, une dizaine de kilomètres de pistes à parcourir jusqu'à Monogaga. Le village n'est pas aisé à atteindre. La route met à rude épreuve tout véhicule qui l'emprunte. Pour les populations, la marche reste le meilleur moyen de rallier les différents villages. Pour là n'est pas bon. On marche pour quitter à deuxième campement, Zaou. On cherche voiture pour venir à Monogaga pour vendre, mais il n'y a pas de voiture. Vraiment, nous fatigue trop à Monogaga ici. Des motos sur les pistes, peu ou presque pas de véhicules. La raison est toute simple. Des fois, il y a des femmes qui en grossesse, on nous appelle de venir les chercher. En cours de route, on rase les carrans ou les crévisions de pneus fait que les trous qui sont creusés, on ne peut plus arriver. Avant, j'ai fait 6 voyages par jour. Aujourd'hui, compte tenu de la route, j'ai fait 2 voyages. On quitte à San Pedro, à partir de 7 h, on arrive à 11 h. Une vue panoramique qui subjugue. La baie en contrebas offre toute sa beauté à quelques centaines de mètres de Monogaga. Dans ce village qui rumine la mauvaise passe qu'il traverse depuis des années, l'époque glorieuse est encore présente dans bien d'esprits. Tout a commencé à décliner à partir de la crise de 2002. La langouste d'or, qui a écrit les belles pages des lieux, n'est plus que ruine et désolation. Depuis 2002, les touristes venaient un peu, mais pas trop. Mais aujourd'hui, par rapport à la route, les touristes ne viennent plus. Avant, à Monogaga, en tout cas, la vie se passait très bien. Il y avait des touristes
ils avaient des guides, ils avaient des paillotes. Les jeunes gagnaient leur vie, ça il faut dire la vérité. Et Monogaga était Monogaga. C'est à ce moment-là Mewe a chanté Monogaga. Monogaga n'est plus Monogaga de Mewe. Non, Monogaga n'est plus Monogaga que moi j'ai connu. La population aujourd'hui vit des fruits de ces plantations de café et de cacao, également de la pêche pratiquée par une frange de sa population d'origine ghanéenne. On a 3 types de saisons ici. Pendant la saison pluvieuse, on pêche les langoustes, les bars, les capitaines et autres. Et la deuxième saison, c'est à partir de mai, août, septembre, octobre, comme nous sommes présentement. Ce sont les petits poissons qu'on appelle les petits capitaines et autres. Plus souvent, quand les poissons sont stockés, compte tenu de la route, on a des problèmes pour les faire sortir. Nous n'avons pas de chambre froide ici. La pêche aux hommes, le fumage du poisson est ici dévolu aux femmes. Femme qui vient payer poisson ici, des fois il vient, il n'y a pas de camion, poisson là, ça se pourrit dans nos mains. S'il dit il n'y a pas la route, il ne vient pas. On fume poisson, des fois c'est 1 mois, 2 mois, il n'y a pas client. Monogaga n'est pas raccordé au réseau national de distribution d'eau. Le village n'est pas non plus connecté au réseau électrique national. L'obscurité fait pourtant place à la lumière une fois la nuit tombée, grâce à l'ingéniosité d'un jeune du village. J'étais dans le village, j'avais un maquis. Le maquis, je louais des petits moteurs pour alimenter mon maquis. Mais ça me coûtait, ça me faisait dépenser beaucoup. Et j'avais un ami qui a alimenté avec ce moteur Moussadougou. Et je savais lui dire, mon petit, je veux que tu payes ce moteur. Ça peut alimenter ton maquis et servir maintenant ton village. Monogaga, paradis terrestre, est-il condamné à ne vivre que du souvenir de ces heures glorieuses? Non, répond le directeur régional du tourisme. Nous pouvons vraiment sauver Monogaga, d'autant plus que les infrastructures, c'est-à-dire que les sites existent. Nous avons la mer qui existe, nous avons encore la belle plage qui existe, et nous avons même une particularité de Monogaga. Vous avez la mer qui est véritablement bleue, de couleur bleue, et qui borde la forêt, et je dirais primaire. Ça, c'est une particularité. Je pense que si la voie est vraiment nettement tracée, les opérateurs économiques peuvent s'investir. Monogaga, c'est une plage parmi les plus belles de Côte d'Ivoire, d'aucuns disent la plus belle. Difficile, quand on a le privilège de la fréquenter, de rester indifférent à son sable fin, à ce bel horizon qui continue de donner aux populations l'espoir d'un futur glorieux et d'une reprise de l'activité touristique ici. Je vous invite à présent à faire le tour du monde. Le point de l'actualité internationale de la semaine, le 7 sur 7, est aujourd'hui proposé par Gabriel Zani. Ouverture du 4e forum paix et sécurité à Dakar au Sénégal ce lundi. Le forum a réuni des dirigeants africains, des experts et des représentants de la société civile pour échanger sur les défis sécuritaires du continent. Il a été question de sécurité intégrée qui renvoie au fait de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Une partie de l'armée zimbabwéenne a pris le contrôle de la capitale du pays, Harare, dans la nuit du mardi au mercredi. L'armée a expliqué que cette opération n'était pas un coup d'État, mais qu'il s'agissait d'éliminer les criminels de l'entourage du président Robert Mugabe. Le mercredi, un reportage tourné par une équipe de journalistes de CNN a fait le tour du monde. La vidéo témoigne de l'esclavage en Libye. En octobre dernier, une équipe de la chaîne s'est rendue dans le pays et a pu filmer une mise aux enchères dans un lieu où de jeunes Africains sont vendus pour quelques euros ou dinars libyens. Malgré cela, chaque jour, des milliers de jeunes Africains tentent d'aller en Europe en passant par la Libye. Au Bénin, les programmes de la radio Soleil FM sont perturbés à Cotonou depuis des semaines. La radio appartient à l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, ancien soutien du président Patrice Talon. Saisi, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication explique qu'elle n'a pas les moyens techniques pour intervenir. L'opposition dénonce un piratage pour empêcher les auditeurs d'écouter des émissions qui dérangent. Clôture de la conférence de Bonn en Allemagne sur le climat vendredi. Les participants ont salué les progrès réalisés dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais les actions entreprises ne sont pas assez rapides pour combattre les effets du changement climatique. La COP23 a permis de négocier de nouveaux objectifs en lien avec l'accord de Paris sur le climat. La COP23 a été organisée par les îles Fidji, maintenues sur le territoire allemand pour des questions logistiques. La prochaine conférence sur le changement climatique se tiendra en Pologne en 2018.
Des réactions d'indignation se multiplient à travers le monde après la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues sur un marché en Libye. Des chefs d'État africains, l'Union européenne, des personnalités des médias ont décrié les atrocités subies par les Africains. Ce samedi, une marche a eu lieu à Paris et une pétition a été lancée la semaine pour demander la fermeture de ces sites et l'arrêt de cette pratique. Elle a déjà recueilli des milliers de signatures. Les choses s'accélèrent au Zimbabwe. Ce dimanche, Robert Mugabe a été exclu de ses fonctions à la tête de son parti, le ZANU-PF. Quelques heures plus tard, c'est Grace Mugabe, l'épouse du président, qui est exclue à son tour du parti. La Ligue des jeunes du ZANU-PF avait exigé son départ du parti et du pouvoir. Robert Mugabe a été remplacé par son ex-vice-président limogé la semaine dernière. Celui-ci a été désigné candidat du parti pour la présidentielle de 2018. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fin de soirée. Au revoir.